Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Il y avait des premiers résultats des législatives ce week-end. Manuel Valls, investi par la majorité dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, a été battu. Donc au second tour, il y aura un dissident de La République En Marche et un candidat de la NUPES. C'est un désaveu pour la majorité ou c'est l'échec d'un homme? On peut regarder les 11 circonscriptions sur lesquelles il y a eu des votes hier. Et dans les 11 circonscriptions, il y aura un candidat de la majorité présidentielle au second tour. Et dans 9 des 11 circonscriptions, nous sommes en tête. Et puis, il y a effectivement l'échec de Manuel Valls, qui est révélateur à la fois du travail qu'avait engagé Stéphane Vojetta, qui était député de la majorité sortante, qui reste dans la majorité présidentielle. J'appelle évidemment à son élection parce qu'il soutient le président de la République et sans aucun état d'âme. Et en même temps, je trouve que la soirée d'hier était intéressante. À la fois parce que moi, je salue Manuel Valls, son action, son engagement, et on peut critiquer, on peut débattre. Puis j'ai vu la violence des réactions, à commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon, qui sort tout de suite une photo avec marqué « Bon débarras ». Je pense que la politique s'abaisse avec ce type de comportement. On peut avoir des adversaires, on peut débattre, mais on peut être respectueux. Vous savez, il y a eu des violences contre des candidats, contre Marine Le Pen, contre Jean-Michel Blanquer ce week-end. Et je pense que la graine de la violence, c'est d'avoir des réactions aussi brutales que celles de Jean-Luc Mélenchon hier. Il y a de la violence chez Jean-Luc Mélenchon ? Mais il y en a en constance dans son discours. Et dans la France insoumise, vous savez, quand j'ai été élu président du groupe majoritaire à l'Assemblée, la présidente Mathilde Panot avait fait un tweet en disant « l'AREM recycle ses déchets ». Elle parlait de moi. Hier, Jean-Luc Mélenchon, au sujet de Manuel Valls, sort tout de suite, triomphant, un bon débarras. Non, je pense qu'on gagne à rehausser le débat et surtout à nous imposer le respect. Il est aujourd'hui le premier opposant de La République En Marche, du président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'est pas candidat. Il est candidat à continuer sa propre ambition. Il est candidat Premier ministre. Oui, après trois échecs à l'élection présidentielle, il essaye d'avoir un 4e tour, un 5e tour, une revanche. Il y a 577 circonscriptions. Nous menons le combat partout. Mais il y a une dynamique autour de l'opération NUPES. Quand on regarde au niveau des nationales les sondages, la NUP est donnée aux alentours de 30%. Lors des dernières législatives, vous étiez à 28% et vous avez eu la majorité absolue. Est-ce qu'il y a une hypothèse quand même qu'il arrive à réussir son pari, Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, dans toutes les élections, tant qu'elles ne sont pas jouées, elles ne sont pas gagnées ni perdues. Et donc moi, je n'aurais pas l'arrogance de penser qu'une élection est déjà gagnée. Par contre, je sais que les Français seront cohérents. Ils ont donné une large majorité à Emmanuel Macron. Ils ont battu Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, je le disais, pour la 3e fois en 15 ans. Et donc je pense qu'ils donneront une majorité pour continuer les réformes et pour poursuivre la transformation de notre pays. Mais vous reconnaissez qu'il y a une dynamique ? Ouais, il y a une dynamique de rassemblement de la gauche, je le vois. Et d'ailleurs, moi, j'invite les électeurs de gauche à lire le programme de la France Insoumise. Ils ne peuvent pas se retrouver dans le programme de la France Insoumise. Ah bon, quand même, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix, vous comprenez qu'il y a une partie de des Français aujourd'hui qui tendent l'oreille? Oui, on peut tendre l'oreille, mais ensuite on peut réfléchir. On peut se demander qui va payer cela. Tout le monde sait que la retraite à 60 ans avec un minimum de 1 500 € n'est pas crédible. Aujourd'hui, les choses sont simples. Il y a quelques années, il y avait 4 travailleurs qui finançaient la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,6 travailleurs qui financent la retraite d'un retraité. Alors, il faut être franc. Il faut dire à ces travailleurs, vous allez, parce que c'est le principe de la retraite par répartition, vous allez payer 1 500 € pour que les gens partent plus tôt. Ça n'est pas crédible. Donc nous assumons le courage politique. Ces derniers temps, ils ont entendu que c'était le quoi qu'il en coûte, qu'on avait changé d'époque, qu'il y avait de l'argent magique. Non, il n'y a pas d'argent magique, mais dans des circonstances exceptionnelles, c'est le rôle de l'État de faire tampon. Ça a été le rôle de l'État de sauver l'économie et les emplois dans notre pays. C'est vrai que si on avait écouté la NUPES ou le Rassemblement national, nous n'aurions pas fait le quoi qu'il en coûte. Et toutes les entreprises, du petit commerce de proximité jusqu'à nos grands fleurons nationaux et internationaux, seraient à terre aujourd'hui. Grâce au travail que nous avons fait, nous restons dans la perspective du plein emploi, ce qui est exceptionnel, et dans la perspective d'avoir aujourd'hui la meilleure attractivité de toute l'Europe pour les investissements étrangers. Une chose est sûre, c'est qu'avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura plus beaucoup d'investissements. Non, je dis la régulation soviétique. Il est clair que, vous savez, avec le droit de réquisition des entreprises, par exemple, qui a été posé sans aucun motif, ça fait partie des propositions. Vous savez, de toute façon, il nous propose une société où soit tout est interdit, tout est organisé. On ne pourra même plus couper son bois dans sa propre propriété, selon Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des propositions qu'il fait. Bon. Vous savez, il y en a une autre qui est plutôt étonnante. Il ne faudra plus manger gras et salé. C'est pas bête. Mais moi, j'attends pas
d'un futur candidat pour être Premier ministre qu'il m'explique ce que je dois manger. Avec la NUPES, vous voterez pour le Burkini et la République des Traoré. Ça, c'est l'autre argument qui est porté par Marine Le Pen. Quand elle parle de Jean-Luc Mélenchon, elle ne parle pas d'économie, elle ne parle pas de régulation à la soviétique, comme vous venez de le dire. Elle parle de ça. Vous n'en parlez pas, vous? Et nous, on n'en parle pas. On a fait une loi sur les principes de la République pour défendre les principes de la République. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon et les députés de LFI ont voté contre. À 5 jours du vote, Christophe Castaner, est-ce que vous allez quand même lancer la campagne ? Je crois que nous la lançons tous les jours sur le terrain. J'ai fait ce week-end 5 déplacements en Ile-de-France. Je serai tout à l'heure dans les Hauts-de-France. Je serai demain à Lyon. Vous savez bien pourquoi je vous pose la question. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu atone, un peu éteint dans cette campagne des législatives. Est-ce que vous le ressentez aussi? Est-ce que le président va s'engager davantage? Est-ce que la première ministre va s'engager davantage? D'abord, je le ressens parce que je suis aussi candidat dans mes terres des Alpes de Haute-Provence. Et ce que je vois bien, c'est que l'élection législative ne passionne pas. Et je peux pas vous dire l'inverse. Mais je dirais presque comme toutes les élections législatives auxquelles j'ai participé ces dernières années. Et donc, on est dans cette situation où, oui, il y a quelques jours d'ici le premier tour de l'élection. Et donc, il nous faut nous mobiliser. La Première ministre est engagée. La semaine dernière, elle a réuni tous les candidats de la majorité présidentielle. Vous dites ça de manière très tranquille. C'est le branle-bas-combat ou est-ce qu'au final, ça se passe à peu près comme vous l'aviez prévu? Moi, je veux vous dire, ça se passera comme nous l'aurons prévu si nous gagnons et si les élections se font. Et l'arrogance qui serait de dire tout est plié serait une faute. Et ça n'est pas ma culture. Donc, quand même, branle-bas de combat? Ah, mais une campagne, ça se gagne, ça s'arrache avec les dents. Ok. Emmanuel Macron veut lancer le Conseil national de la refondation qui réunira donc des professionnels, des citoyens, des associations pour étudier des propositions qui viennent d'en bas. C'est le retour du grand débat? Et on fait un constat, on le fait tous ensemble. Aujourd'hui, on a une fragilité de notre démocratie représentative. On voit bien qu'il est nécessaire de travailler sur d'autres formes pour compléter la démocratie représentative et parlementaire à laquelle je crois. Mais juste pour faire discuter les gens, pour réformer, pour avoir une approche gouverner, globale. présider autrement. L'objectif est de construire des approches plus globales que ce que nous avons. Quand nous sommes à l'Assemblée, nous travaillons sur un texte, sur une thématique, sur un sujet particulier. Je suis fier de la PPL, de la proposition de loi sur la maltraitance, contre la maltraitance animale que nous avons portée. Et ce qui est intéressant dans ce qui est proposé par le président de la République, c'est qu'il y a un lieu où on va parler de l'ensemble des mesures. On peut être, par exemple, favorable à la suppression des pesticides. On est tous d'accord. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'agriculture bio, nous avons besoin des pesticides. Qu'on ait un lieu de discussion plutôt que des mesures... Pour trouver des consensus ? Pour rechercher des consensus. Moi, je suis un partisan de ce dialogue. Et le fait est qu'il faut aujourd'hui que dans ces concertations, les parlementaires trouvent toute leur place, ça me paraît d'évidence, mais que les citoyens puissent se retrouver. Le problème, c'est que c'est formidable de faire parler les citoyens, mais il y a eu le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Et ensuite, ça doit déboucher sur quoi? Ça doit déboucher sur des textes, ça doit déboucher justement qui seront discutés au Parlement. Quel est l'objectif, à part de mettre de la cohérence et peut-être de dégager des consensus? Parmi les propositions qui avaient été portées par la Convention citoyenne, toutes celles qui relevaient du réglementaire, c'est-à-dire de l'exécutif du gouvernement, ont été mises en œuvre. Puis nous avons porté une grande loi qui s'appelait Climat et Résilience, qui a permis d'avancer sur un grand nombre de sujets. Ils ont été déçus, ceux qui ont participé à cette convention. D'abord, ils n'ont pas tous été déçus. Et ensuite, je sais que les opposants auraient critiqué de façon pavlovienne tout ce que nous avons fait. Mais prenez une mesure simple, celle qui fait que dans quelques années, il ne sera plus autorisé de vendre des passoires thermiques, qui sont souvent des taudis, tout simplement parce que la loi l'interdit, qui a supprimé des vols intérieurs dans notre pays. Donc ça doit déboucher sur des projets de loi? Ça doit évidemment déboucher sur de l'action. Mais ce qui est important aussi dans notre société, c'est l'acceptabilité. Et ces outils-là de démocratie participative, de discussion, permettent d'avoir l'approche globale. Prenez l'exemple de la taxe carbone et la taxe sur l'essence. Tout le monde, tous les observateurs vous expliqueront que c'est nécessaire, que c'est formidable. Mais j'ai le souvenir, comme vous, que ça n'a pas été accepté. Donc travailler sur l'acceptabilité par nos concitoyens, c'est aussi le rôle du politique. Ça veut dire que quand vous regardez devant et que vous voyez notamment les indicateurs économiques, l'inflation à 5,2%, la croissance en berne, la consommation en berne, vous dites de toute façon réformer d'en haut, ça passera plus. Il y a un climat social qui fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver de l'apaisement. C'est ça, au fond, le souffle qu'on recherche du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron? Mais c'était le cœur de sa campagne pour la campagne présidentielle, cette question de la réinvention démocratique qu'il a portée pendant la campagne présidentielle. Ça n'a peut-être pas été assez perçu. Maintenant, mettons-le en œuvre et mettons-le en œuvre tous ensemble. Tout de suite, rapidement? Le plus vite possible. Parce qu'il va y avoir, par exemple, des manifestations, des urgences mardi. Là, eux, ils n'attendent pas une grande concertation, ils attendent des mesures d'urgence. Oui, les mesures d'urgence sur le fait de trouver des médecins, c'est celle que nous avons commencé à mettre en œuvre en supprimant le numerus clausus. Et ensuite, il faut une dizaine d'années
pour former des médecins. Dès 2018, nous avons supprimé le numerus clausus et nous devons travailler sur toutes les autres formes. Mesures d'urgence, celles qui vont être demandées au président de Médecins d'urgence de France et du SAMU pour faire en sorte qu'on puisse avoir les meilleures pratiques partout le plus vite possible. Nous agissons, mais nous ne faisons pas des choses d'un coup de baguette magique ni par des déclarations derrière Jupiter, des pupitres de meeting. C'est fini, Jupiter. Je n'ai pas connu Jupiter. Ah bon. Elle est bien cette phrase. Merci beaucoup, Christophe Castaner.